Et maintenant, voici ce qui s'est réellement passé en Russie en 1917. Chaque fois que je tire, mon cœur bat plus vite. Je m'inquiète de ce qui pourrait se passer. Si la ville n'entend pas la détonation, les gens pourraient se faire des idées. C'est pour ça que c'est une responsabilité. On pourrait supposer que je m'y suis habitué en 10 ans. L'habitude, oui. Mais il y a toujours cette inquiétude tout de même, chaque fois. La révolution russe de 1917 est l'événement historique le plus important du XXe siècle. On a toujours célébré octobre en oubliant février 17, la vraie révolution spontanée, populaire, qui fit s'effondrer l'Empire sur lequel depuis 300 ans régnaient les Romanov. Révolution qui surprit autant les chefs révolutionnaires, en exil pour la plupart, que le pouvoir tsariste. Le grand mythe d'octobre relève d'une réécriture de l'histoire par l'État soviétique, réécriture fixée pour l'éternité par le célèbre film d'Eisenstein, Octobre, tourné 10 ans plus tard. Dans les faits, Octobre fut un coup d'État plutôt facile, peu sanglant, réalisé par une avant-garde révolutionnaire, une petite armée, les bolcheviks, dirigés avec une autorité intransigeante par Lénine. Lénine comprit que c'était le moment d'agir, et avec Trotsky en organisateur, la minorité la plus résolue s'empara de la capitale, Pétrograd. Saint-Pétersbourg, ainsi rebaptisé depuis peu. On s'imagine la prise du palais d'hiver comme dans Octobre d'Eisenstein, dans la scène célèbre où les marins se précipitent sur les portes. Rien de tel en réalité. Personne ne s'est battu. 7 gardiens du palais seulement ont trouvé la mort. Il n'y a pas eu non plus d'échange de coups de feu comme dans le film. Et surtout, la principale force d'opposition côté palais était un bataillon de femmes. Mais ce qu'on voit sur l'écran a changé la réalité. C'est devenu plus important que la réalité. Dans le film d'Eisenstein, le coup de canon du croiseur Aurora donne le signal qui déclenche la révolution. Ce qui est un mythe, c'est le rôle du cuirassé Aurora, par exemple, n'est-ce pas, qui était en position mais qui n'a pas fait grand-chose. C'est pas un coup de canon qui permet de faire triompher ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Après 74 ans de socialisme réel et 15 ans après la chute de l'Union soviétique, dans l'intelligentsia russe d'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ont en tête le côté positif de la révolution. Par exemple, Sergueï Pérez-Léguine, analyste en géopolitique, estimé des tons de Poutine, et Eliena, sa femme, psychologue de profession. C'est sans doute le principal aboutissement culturel de la révolution. Elle libère l'oiseau du bonheur qui s'envole si loin qu'à l'époque des répressions staliniennes, elle aura beau essayer de l'attraper, elle n'y arrivera pas. La révolution a préservé la culture, a permis de changer un avenir qui était tout tracé et nous a conduits vers une nouvelle alternative inconnue. Un avenir qui a aussi été terrible et dangereux pour beaucoup de gens. Cette époque a débordé d'innovations en musique, en peinture, pour le théâtre, l'éducation. Et toutes ces innovations, nous les utilisons car nous sommes devenus courageux et nous sommes capables de vivre pleinement. Loin de Saint-Pétersbourg, qui aujourd'hui a retrouvé son nom d'avant 1914, Jana Howlett, historienne anglaise, a une vision plus froide de l'histoire. Il est dans la nature des révolutions de promettre des choses qu'elles peuvent rarement réaliser. Et on doit dire que la révolution a provoqué un immense changement social. Pour les historiens d'aujourd'hui,
après la fin de l'Union soviétique et passé les années où propagande et idéologie faisaient la loi, il est évident, hors du récit léniniste de la Révolution, que de multiples aspirations au changement se manifestaient dans le peuple, dans la société, et pas seulement dans les mouvements révolutionnaires. Tout cela indiquait clairement un rejet général de l'autocratisme impérial. Vers 1910, à Tsarskoye Selo, le Versailles russe, le tsar et sa famille. La loi fondamentale stipule « L'empereur est un monarque autocrate et illimité. Dieu commande de lui obéir non seulement par terreur, mais aussi par conscience. Le tsar, égal de Dieu, est propriétaire des âmes et des terres. Il règne par l'intermédiaire des corps constitués, l'armée, l'église et surtout la toute-puissante police secrète, l'Okhrana, toute puissante mais qui ne réussit pas à empêcher les innombrables attentats terroristes. » Hélène Carrère d'Ancos, historienne, est issue d'une grande famille géorgienne qui a fourni au tsarisme d'éminents dignitaires. Bon, pour le peuple, Nicolas II n'était pas plus mauvais qu'un autre, il faut bien reconnaître. Il n'était pas un tsar d'une autorité considérable. C'était un homme, même physiquement déjà, il n'avait pas le prestige de son père qui était un géant. Il avait ce côté plus faible physiquement. En 1910, le tsar règne sur 160 millions de sujets, dont 130 de paysans, généralement au fond de la misère et illettrés. L'abolition du servage en 1861, les diverses réformes n'ont pas changé grand-chose à leur sort. La Russie est le premier producteur et exportateur de céréales au monde, mais le paysan guetté par la famine n'a que 35 ans d'espérance de vie, avec comme seul recours la résignation, la religion, la vodka et parfois des explosions, des révoltes sauvages, brutalement réprimées comme au temps de Pougatchev. Les paysans se trouvaient à un niveau de développement culturel très bas. Non pas d'un point de vue objectif, car en fait ils n'étaient pas dépourvus de culture, ils avaient une culture écrite et musicale, mais je parle de culture politique. Politiquement, nous étions isolés comme les Français au début du XVIIIe siècle. En ce début du XXe siècle, la bourgeoisie naissante se bat pour exister face à un pouvoir qui pourchasse toute forme d'association et interdit toute activité, tout parti politique. C'est un pays qui est marqué par un fossé très profond entre les élites politiques, la couche dirigeante et la masse du peuple. Vraiment un fossé qui se manifeste, c'est un vieil héritage d'ailleurs de la Russie paysanne. L'aspiration à gérer ses affaires soi-même ou à prendre en main son propre destin à travers un organisme dans lequel on est représenté sans qu'il y ait ceux, disons, les propriétaires, les nobles, les officiers. En 1913, à la veille de la guerre, le tsar célèbre en grande pompe le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov. Il reste sourd à tous ceux qui lui conseillent des réformes, qu'il s'agisse de son cousin l'empereur d'Allemagne, de hauts dignitaires militaires et civils, ou encore des membres de sa famille. Le jeune Nicolas II, qui était un enfant, il a vu le cadavre déchiqueté en 1881 d'Alexandre II, et il l'a vu de ses yeux. Et il en a conçu une terreur épouvantable et certainement une haine de tout ce qui était extrémiste, mais des sentiments conservateurs. Il adopte la position de son père. Ce sont les réformes qui nous ont coûté ça. Les grands révolutionnaires russes n'étaient pas issus des classes laborieuses, paysans et ouvriers, mais plutôt de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de l'intelligentsia contestataire formée dans les universités, créées par le tsarisme. Lénine ne fait pas exception, lui dont les statues, les mémoriaux sont toujours dressés partout. Lénine, toujours vénéré et admiré en Russie, même si ça n'est pas par tout le monde, Lénine qui pendant 30 ans n'abandonna pas un instant son idée fixe, faire la révolution. Ni en Russie autour de ses 20 ans, ni relégué en Sibérie, ni exilé en Allemagne, en France, en Angleterre, en Autriche-Hongrie, en Suisse enfin avant le grand retour en 1917. À Pskov, ce petit musée célèbre un moment important dans sa vie de révolutionnaire, peu avant son départ en exil. Lénine, qui a toujours su l'importance fondamentale de la propagande, de la diffusion des idées, fonde, en un moment d'unité des marxistes russes, son premier grand journal, qui sera imprimé à l'étranger et diffusé clandestinement en Russie.
Dans cette pièce, qu'on appelle la pièce du mémorial, il s'est passé un événement important. Vladimir Ilitch a tenu dans cette maison, fin mars, début avril 1900, une réunion secrète pour la création du journal Iskra et du périodique Zarya. Depuis son adolescence et jusqu'à 1917, Lénine passa le plus clair de son temps à lire et à écrire. Né en 1870, il était le fils d'un professeur devenu conseiller d'État et de ce fait noble héréditaire. Il venait d'une famille noble, pouvait vivre normalement, mais il s'est mis du côté des pauvres, des misérables et des rabaissés. Voilà. Le jeune Vladimir Ulyanov, dans sa province à Kazan, est un étudiant brillant. Double drame en 1886. Son père meurt, son frère aîné est arrêté à Saint-Pétersbourg, il voulait assassiner le tsar. Vladimir est exclu de l'université, assigné à résidence dans le domaine familial. Il y dévore la littérature révolutionnaire, très marquée par le célèbre roman nihiliste de Tchernychevski, Que faire? Ce qui est intéressant dans le cas de Lénine, mais ce n'est pas seulement son cas à lui qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans le cas de Lénine, c'est que se croisent dans son action deux éléments différents. D'une part, son propre ressentiment de jeune homme frustré, et en plus de jeune homme qui a subi un traumatisme terrible, la mort de son frère, qui était révolutionnaire et qui a été pendu. Et il veut le venger. Il a 18 ans. Et quand sa sœur lui dit « Mais tu vas te venger, mais contre qui ?» Il répond « Moi je sais, ça suffit. » Diplôme d'avocat en poche, Vladimir Ulyanov part pour Saint-Pétersbourg, où il est rapidement accepté dans les cercles révolutionnaires. Il y rencontre une jeune militante, Nadezhda Krupskaya, noble mais pauvre, qui se consacre à l'éducation ouvrière. Elle sera la compagne de toute sa vie. Devenu marxiste, le futur Lénine, en 1895, part pour la Suisse rencontrer Georges Plekhanov, le grand introducteur de Marx en Russie. Un témoin note la brutalité, la cruauté, la passion du pouvoir de ce jeune homme de 25 ans. Lénine a lu ces penseurs russes qui doutent de pouvoir appliquer à une Russie sans bourgeoisie et sans prolétariat le schéma marxiste. Capitalisme, révolution bourgeoise, prise de conscience du prolétariat et révolution prolétarienne. Pour le moment, Lénine collabore avec Plekhanov et ses amis. Il est un marxiste apparemment orthodoxe. C'est un marxiste, donc qui a une vision du déroulement de l'histoire et qui voit les événements toujours en fonction de ce déroulement de l'histoire. Par exemple, quand il y a une famine dans les années 1890 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus la date exacte, eh bien il dit la famine, finalement, c'est bien, parce que ça va chasser les paysans des villes, donc il y aura une classe ouvrière, donc la classe ouvrière, ce sera le nouveau groupe social qui fera la révolution. Donc voilà l'aspect positif, n'est-ce pas, d'une famine. En 1902, Lénine publie Que faire, manifeste du marxisme-léninisme. Pour lui, la classe ouvrière est incapable d'accéder à la conscience politique si elle n'est pas guidée par une élite de révolutionnaires professionnels. Thèse inacceptable pour les marxistes orthodoxes, d'où scission du Parti social-démocrate, d'un côté les orthodoxes mencheviks, de l'autre les bolcheviks de Lénine. Plekhanov, qui était un bon marxiste classique, et Kautsky, qui était aussi un bon marxiste classique, considéraient Lénine comme étant, je ne sais pas, soit un idiot, soit un fou. Mais en tout cas, ils comprenaient parfaitement que ce qu'il faisait était très éloigné de ce que l'on considérait comme étant le marxisme. On remarque au passage que le parti de Lénine, dès le départ, était radicalement différent. Dans leur pire cauchemar, les sociodémocrates de la vieille Europe n'auraient pas imaginé un comportement comme celui de Lénine au sein du parti, car des principes comme les siens